Je m'appelle Marianne Roux. J'ai 71 ans, et jusqu'à récemment, je considérais que ma vie avait été bien vécue, calme, stable, et profondément enracinée dans les valeurs de la famille et du dévouement. Je suis née dans une banlieue tranquille à l'extérieur de Lyon, en France, d'un tailleur modeste et de sa femme au foyer. Mes parents ont travaillé dur toute leur vie et espéraient que je choisirais un chemin différent du leur. Un chemin d'éducation, d'indépendance et d'opportunité. Et je l'ai fait. Je suis devenue infirmière. Pendant plus de 40 ans, j'ai travaillé dans la santé publique à travers la France, principalement dans des cliniques communautaires, prenant soin des malades, des personnes âgées, et des enfants qui me rappelaient les miens. Le travail n'était pas glamour, mais il était digne. Il me permettait de servir les autres, de contribuer de manière significative, et de construire une vie avec l'homme que j'adorais. Il s'appelait André. Un homme réfléchi et réservé qui enseignait la philosophie dans un lycée local. Je l'ai rencontré lors d'un événement de dépistage de santé universitaire. Il distribuait des tracts sur l'éthique en médecine pendant que je faisais des vaccinations gratuites. Nous avons débattu pendant 10 minutes sur la question de savoir si le choix médical appartenait vraiment à l'individu, puis il m'a invité à prendre un café. Ce fut le début de 48 années ensemble. André était le genre d'homme qui écrivait des mots d'amour dans les marges des livres de la bibliothèque et oubliait son parapluie sous la pluie parce qu'il s'était arrêté pour admirer les nuages. Il avait une grâce tranquille, un esprit plein d'idées, et une âme qui aimait les gens, en particulier ses élèves et sa famille. Nous avons construit notre vie à Aix-en-Provence, dans une petite villa entourée de champs de lavande et d'oliviers. Nous avons eu un enfant, notre fils, Julien. Julien était notre joie. Brillant, curieux, un peu têtu, il avait le sérieux d'André et mon instinct pour aider. Dès son plus jeune âge, il aimait construire des choses. Tandis que les autres garçons jouaient avec des figurines, Julien démontait des radios et construisait des villes en carton dans notre jardin. André lui a fait découvrir Platon, moi, je lui ai appris à penser une blessure. Nous étions si fiers. Il a étudié l'architecture à Marseille et a finalement décroché un poste dans une entreprise de design urbain à Nice. Julien appelait chaque semaine, parfois plus. Il venait pour les vacances, s'asseyait à la table de la cuisine avec son père et débattait d'art, de politique et de morale, toujours avec une étincelle dans les yeux. Puis est arrivée Lucie. Lucie avait 5 ans de moins que Julien, une ancienne assistante en marketing de mode devenue influenceuse. Ils se sont rencontrés lors d'une exposition de design, où Julien présentait un prototype de logement durable et elle posait pour une marque. Elle était vibrante, expressive, avec un sourire qui faisait tourner les têtes, et une personnalité qui semblait un peu trop soignée. Elle et Julien sont sortis ensemble pendant 2 ans avant d'annoncer leur fiançailles. André et moi avons payé le mariage. Somptueux, oui, mais nous étions heureux de voir notre fils fonder une famille. La cérémonie a eu lieu dans un château près d'Avignon, avec des musiciens, des roses blanches, et plus d'une centaine d'invités. Cela a coûté plus que ce que nous pouvions nous permettre, mais cela ne nous dérangeait pas. Nous pensions investir dans l'amour. Les premières années de leur mariage se sont bien passées, mais les choses ont changé subtilement avec le temps. Les appels de Julien se sont faits plus rares. Il passait les vacances chez les parents de Lucie à Paris. Julien semblait toujours distrait au téléphone, son ton prudent, comme si quelqu'un écoutait toujours. Et puis, il y a 2 ans, le diagnostic est tombé. André se plaignait de douleurs à l'estomac depuis des semaines. Je pensais que c'était un ulcère. Ce ne l'était pas. Les scanners ont révélé un cancer du pancréas, avancé, inopérable, impitoyable. Les médecins nous ont dit qu'il lui restait quelques mois, peut-être 1 an. J'ai immédiatement prévenu Julien. Il est venu, bien sûr. Il a pleuré. Il a tenu la main de son père. Il a promis de venir plus souvent, de trouver du temps malgré son emploi du temps chargé. Lucie se tenait à ses côtés, les bras croisés, hochant la tête en silence. Je me souviens de la façon dont elle regardait la pièce, le lit médical dans notre maison, comme si elle calculait déjà à quel point cela allait déranger leur projet. Julien est revenu le mois suivant, seul. Puis, nous ne l'avons plus revu avant Noël. Durant ces mois, je suis devenue l'infirmière de mon mari. Je lui préparais de la soupe aux légumes, même quand il n'y touchait presque pas. Je l'aidais à entrer et sortir du lit, lui administrais ses antidouleurs, et lui lisais la poésie qu'il aimait, Baudelaire, Rimbaud, Valéry. Parfois, nous restions assis sur la terrasse, juste à se tenir la main, à écouter les cigales et à nous rappeler notre jeunesse. André ne s'est jamais plaint. Mais il s'inquiétait, pour Julien. Et si on lui avait trop mis la pression ? Demanda-t-il un soir alors que nous écoutions le vent frapper doucement contre les fenêtres. Et s'il nous en voulait de lui avoir tout donné ? Non, dis-je. Nous l'avons élevé avec amour.
Et l'amour ne crée pas de rancune. Mais je n'en étais pas si sûre. Dans ces dernières semaines, André s'est éteint peu à peu. Il est devenu l'ombre de l'homme que j'avais épousé, sa peau translucide, sa voix à peine un murmure. J'ai engagé une infirmière à temps partiel pour m'aider, mais la plupart du temps, il n'y avait que lui et moi. Je dormais sur un lit de camp à côté de son lit. Je le tenais pendant la douleur. Je lui brossais les cheveux quand il tombait devant ses yeux et l'embrassais sur le front chaque nuit. Julien appelait de temps en temps. Chaque fois, sa voix était distante. « Comment va papa ?» demandait-il. « Dis-moi si quelque chose change. » Je pouvais dire qu'il essayait de paraître concerné, mais il y avait une raideur dans son ton, comme s'il lisait un script. Une semaine avant la mort d'André, j'ai appelé Julien. Je lui ai dit que la fin était proche. Je m'attendais à ce qu'il laisse tout tomber et vienne. Mais il a hésité. « La baby shower de Lucie est samedi, dit-il. On la prépare depuis des mois. Ses amis viennent de Londres et de Milan. C'est un grand événement. » Un silence s'installa sur la ligne. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. « Ton père est en train de mourir, » ai-je murmuré. « Il ne vivra peut-être pas jusqu'à dimanche. » Julian hesita. J'essaierai de passer dimanche soir. Peut-être lundi matin. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement dit, je comprends. Et je comprenais. Pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'ai compris quelque chose à ce moment-là, mon fils avait fait un choix. André est mort samedi matin, juste avant le lever du soleil. Je tenais sa main. Le ciel à l'extérieur était d'un violet pâle, et les branches d'olivier se balançaient dans le vent. Il est mort paisiblement, sans douleur, avec moi à ses côtés et personne d'autre. Comme il avait vécu, doux, noble et digne. Et il est mort sans un adieu du fils qu'il avait aimé plus que sa propre vie. Après que les ambulanciers aient emporté le corps d'André et que l'infirmière de l'hospice ait rangé ses affaires et soit partie discrètement, je suis restée seule dans la maison qui avait été notre vie commune pendant près de 50 ans. Le silence n'était pas comme je l'avais jamais connu, ni paisible, ni calme, mais creux. Les murs semblaient trop larges. La lumière de la cuisine semblait trop froide. Et l'air lui-même, immobile, intact, presque révérencieux, était épais d'absence. Je me suis préparé un thé que je ne boirais pas et me suis assise dans le coin petit-déjeuner, où André corrigeait autrefois les dissertations de ses élèves. J'ai regardé les champs de lavande par la fenêtre, encore légèrement violets sous le soleil levant. Le monde ne se souciait pas qu'il venait de le quitter. À 10 heures précises, j'ai décroché le téléphone et composé le numéro de Julien. Il a sonné longtemps. J'étais sur le point de raccrocher quand il a finalement répondu. « Maman ?» dit-il, sa voix étouffée. En arrière-plan, j'ai entendu des rires, des vers qui s'entrechoquent, une sorte de musique entraînante. Je me suis éclairci la gorge. « Julien, ton père est décédé ce matin. » Il y eut une pause. Je pouvais entendre sa respiration. Puis le bruit d'une porte qui se fermait, comme s'il s'était éloigné du bruit. « Oh, dit-il. Juste oh. Pas oh non, pas comment vas-tu, maman? Pas même une inspiration brusque de chagrin. Juste, oh, comme si je lui avais dit que l'électricité était coupée. J'ai attendu quelques secondes. « Julian ?» ai-je dit, pensant que la connexion avait peut-être été perdue. « Je suis là, » répondit-il. « C'est juste, soudain. » Soudain, ai-je répété. Il est en train de mourir depuis des mois. Nous en avons parlé. Je sais, dit-il rapidement. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit aujourd'hui. Avec la fête et tout. Il laissa sa phrase en suspens. J'ai laissé le silence parler à ma place. Je pouvais sentir quelque chose monter en moi. Pas tout à fait de la colère, mais quelque chose de plus froid, de plus tranchant. De la déception, peut-être. De l'incrédulité. Les funérailles sont prévues pour lundi, ai-je dit. À l'église Saint-Pierre. À 11 heures du matin. Julien hésita encore. Je pouvais entendre la voix de Lucie en arrière-plan. Tsechri, tu viens? On va couper le gâteau, dit-elle joyeusement, sans se douter de rien. Puis vint le murmure, mon père vient de mourir. Une autre pause. Puis il revint vers moi, maman, c'est la fête de Lucie aujourd'hui, et nous avons des invités qui repartent demain. Ce serait très difficile de tout réorganiser. Pourrions-nous déplacer les funérailles à mardi? Je sentis mon cœur cogner contre mes côtes. Tu veux que je déplace les funérailles de ton père, dis-je lentement, à cause de la baby shower de ta femme.
Ce n'est qu'un jour, maman. Les invités sont déjà là, nous avons réservé le lieu, le traiteur, ce serait compliqué d'annuler. Compliqué, répétai-je. Je regardais la photo accrochée au mur, André, moi, et Julien à la plage quand il avait 10 ans. Il avait les bras autour de nos cous, rayonnant de bonheur. Ce garçon n'aurait jamais osé manquer les funérailles de son père pour une fête, aussi joliment décorée soit-elle. Il ne verra pas la différence, ajouta rapidement Julien, essayant d'adoucir le moment. Papa, je veux dire. Ça ne lui fera rien. Non, dis-je sèchement. Ton père ne saura pas. Mais moi, je le saurai. Et toi aussi. Et Lucie également. Julien soupira, et son ton devint à moitié agacé, à moitié suppliant. Tu exagères un peu, maman. Ce n'est qu'un jour. Un jour, dis-je, répétant ces mots comme une malédiction. Oui, dit-il, maintenant sur la défensive. Ce n'est pas comme si je n'y allais pas du tout. Je viendrai mardi matin. Non, tu ne viendras pas, dis-je, ma voix tremblante. Les funérailles sont lundi. Viens, ou ne viens pas. Je ne changerai pas la date. Il resta silencieux. Puis enfin, il marmonna, très bien. Fais ce que tu veux. Et la ligne se coupa. Je suis resté figé, fixant l'écran noir du téléphone. Ma main tremblait. La tasse de thé à côté de moi était devenue froide. 1 heure s'était écoulée depuis la mort de mon mari, et déjà notre fils, notre unique enfant, avait pesé la mort de son père face à des amuse-gueules et des ballons, et avait jugé que les funérailles ne valaient pas le coup. Plus tard dans l'après-midi, mon beau-frère Marcel appelait depuis Bordeaux. J'ai appris, dit-il doucement. Je suis désolé, Marianne. Merci, dis-je, ma voix faible. Il ne demanda pas si nous allions bien. Il n'offrit pas de platitudes creuses. Marcel avait perdu sa propre femme 2 ans plus tôt. Il savait ce que le silence ressentait quand il n'était plus rempli par la respiration d'un autre. Je serai là lundi, dit-il. Martine aussi. Nous t'aiderons avec les préparatifs. Sa promesse calme et inébranlable m'a apaisé. D'autres ont appelé. Les collègues d'André du lycée. Quelques-uns de ses anciens élèves, maintenant adultes avec leurs propres enfants. Madame Bérard, de la rue d'Aix-en-Grave-Côté, a dit qu'elle apporterait de la nourriture pour la veillée. Notre prêtre, le père Benoît, a présenté ses condoléances et demandé quel cantique André aurait aimé. Tout le monde a répondu. Tout le monde sauf Julien. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai erré dans les couloirs de la villa, touchant les murs, les interrupteurs, les dossiers de chaises. Je suis entrée dans le bureau d'André et me suis assise dans son fauteuil. Ses lunettes étaient toujours sur le bureau, son vieux cardigan toujours posé sur le dossier. La pièce sentait légèrement le cèdre et l'encre. Dans le tiroir se trouvaient ses livres annotés, Camus, Montaigne, Rilke. J'ai ouvert un exemplaire de Lettres à un jeune poète, et trouvé une note dans la marge, écrite de sa main en boucle. L'amour se prouve dans l'absence, pas dans la présence. C'était comme s'il me parlait directement. Le lundi arriva gris et silencieux, comme si le ciel lui-même pleurait André. La maison était silencieuse, mais pas paisiblement. C'était le silence de quelque chose d'inachevé, d'un adieu qui ne serait jamais complet. J'ai traversé la matinée avec une discipline robotique, comme si rester occupé pouvait contenir la vague qui montait en moi. J'ai mis un manteau noir qu'André avait autrefois complimenté, un que je n'avais pas porté depuis des années. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait offertes pour notre 25e anniversaire et l'écharpe bleu marine qu'il disait toujours faire ressortir mes yeux. En passant devant le miroir dans le couloir, je me suis à peine reconnue. À 9 heures, j'étais dans la cuisine à préparer du café pour les voisins qui avaient proposé leur aide. Madame Bérard est arrivée la première avec sa célèbre tarte à l'oignon. Elle l'a déposée doucement sur le comptoir, comme si elle craignait de troubler l'air. Nous l'aimions tous, Marianne, dit-elle doucement, et pendant un instant, j'ai senti que j'allais pleurer. D'autres sont arrivés peu à peu. Des amis. D'anciens collègues. Des gens de la communauté qui se souvenaient d'André lisant de la philosophie dans le parc, aidant des adolescents à remplir leurs dossiers d'université, réparant des clôtures cassées sur les terrains des voisins. Il apportait des gratins, des tartes, les bras ouverts pour des étreintes. Il se souvenait de qui il était. Peu après 10 heures, mon beau-frère Marcel et sa femme Martine sont arrivés de Bordeaux avec leurs 2 filles adultes. Ils se sont immédiatement mis au travail, accueillir les invités, organiser les fleurs, imprimer une copie du programme. Marcel m'a serré les mains très fort lorsqu'il m'a vu. « Tu n'es pas seul, dit-il.
Nous avons roulé en procession silencieuse jusqu'à l'église Saint-Pierre, juste au moment où la pluie commençait. Ce n'était pas une averse torrentielle, mais une bruine douce et persistante qui adoucissait chaque contour du monde et de mon cœur. Je n'ai cessé de jeter un œil vers les portes de l'église alors que les invités entraient. Une part de moi espérait, absurdement, que Julien surgirait à la dernière minute, trempé d'un changement de cœur soudain. Qu'il s'agenouillerait dans un banc, tremblant de regret, sa cravate de travers, sans la main de Lucie à ses côtés. Mais la porte ne s'est plus jamais ouverte. Julien n'est pas venu. L'église était pleine malgré son absence. André avait été un homme d'impact discret, et les gens qui l'avaient touché étaient venus lui dire au revoir. Les étudiants qui l'avaient encadré étaient assis aux côtés de professeurs à la retraite qui avaient autrefois partagé du vin et des conversations à notre table de cuisine. Même le boulanger du coin était venu, se souvenant qu'André l'avait aidé à remplir des papiers administratifs pour son commerce lorsqu'il avait des difficultés. Le père Benoît a parlé magnifiquement. Il a raconté des histoires sur la boussole morale inébranlable d'André, sa patience avec tout le monde, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, et l'amour qu'il versait dans son travail, sa famille et sa communauté. Il nous a appris, dit doucement le prêtre, que la vérité n'est pas dans le bruit, mais dans le silence. Que le caractère se révèle non pas dans les grands gestes, mais dans la constance discrète. J'ai serré les mains l'une contre l'autre, glacé malgré la chaleur à l'intérieur de l'église. Le siège à côté de moi, réservé avec une étiquette portant « Julien Roux », est resté vide. Après la cérémonie, nous avons roulé jusqu'au cimetière. La brume s'était transformée en une pluie légère, et nous avons porté des parapluies au-dessus du cercueil alors qu'il était descendu dans la terre, à côté de l'arbre qu'André appelait notre olivier de paix. Quand ce fut mon tour, j'ai avancé, tenant une petite boîte en bois contenant de la lavande séchée, le parfum préféré d'André. J'ai parsemé les bourgeons sur le cercueil, les regardant tomber comme de la neige violette. « Adieu, mon amour », ai-je murmuré. « Je suis désolée. Désolée que l'adieu ne soit pas complet. Désolée que ton fils ne soit pas venu. Désolée que, finalement, ce soit moi, et non nous deux, qui ai tenu ta main jusqu'à l'éternité. » Je suis retournée à la voiture pendant que d'autres prenaient leur tour. Martine m'a entourée de son bras. Personne n'a mentionné Julien. Il n'en avait pas besoin. Son absence emplissait l'air plus puissamment que sa présence ne l'aurait jamais pu. De retour à la maison, nous avons tenu la veillée. De la nourriture fut servie, du vin versé. Les invités ont partagé des histoires sur André. Son intelligence, sa générosité, la façon qu'il avait d'écouter sans interrompre. Chacun avait un souvenir. Et chaque souvenir peignait un portrait plus net de l'homme que j'avais aimé pendant près d'un demi-siècle. Madame Lavigne du club de lecture a raconté comment André l'avait un jour aidé à traduire Kant pour son examen universitaire, même s'il n'était pas d'accord avec le moindre principe. Il a dit, ria-t-elle, « Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec un homme pour le comprendre. » Les gens acquiescèrent. D'autres sourirent. Marcel leva son verre et porta un toast simple. À André. Un penseur, un ami, un frère. Et le meilleur auditeur que j'ai jamais connu. Il y eut un silence après cela. Pas de blague de clôture. Juste du calme. Dans ce calme, quelqu'un posa enfin la question. Où est Julien? C'était une question timide, presque chuchotée, mais elle a traversé la pièce. J'ai bu une gorgée de vin avant de répondre. Il avait d'autres engagements, dis-je posément. Personne n'a insisté. Tout le monde a compris. À 19h, les invités ont commencé à partir. Marcel et ses filles sont restés pour aider à nettoyer la vaisselle et ranger les chaises pliantes. Martine s'est occupée d'emballer les tartes restantes dans du papier aluminium, tout en fredonnant doucement. Je me suis assise dans le salon, tenant une photo encadrée d'André que j'avais placée sur la cheminée pour la veiller. C'était une de mes préférées. Il riait, la tête légèrement penchée, comme si quelqu'un venait de faire un jeu de mots terrible auquel il ne pouvait résister. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je suis restée seule dans le jardin. La pluie avait cessé. Les étoiles étaient faibles derrière un voile de nuages. Je pouvais encore sentir les restes d'encens du service s'accrocher à mon manteau. Julien n'était pas venu. Il n'était pas venu quand André souffrait. Il n'était pas venu quand j'ai appelé pour dire que la fin était proche. Et maintenant, quand l'homme qu'il avait façonné, aimé, élevé, reposait sous la terre provençale, mon fils avait choisi une fête plutôt qu'un enterrement. Une baby shower plutôt que des funérailles. Un gâteau plutôt qu'un adieu. Plutôt qu'un adieu. Une célébration plutôt qu'un deuil. Et à cet instant, debout seul sous le ciel nocturne, j'ai pris ma décision.
3 jours après les funérailles d'André, je me suis retrouvée assise en face d'un homme que je n'avais pas vu depuis près de 10 ans, Étienne Marchal, notre notaire de famille. Son bureau se trouvait entre un fleuriste et un notaire, dans une rue calme d'Aix-en-Provence. La même rue où André et moi avions un jour signé les papiers de notre maison, ouvert un modeste compte d'investissement, et, 10 ans auparavant, finalisé notre testament. Étienne avait le même air que dans mon souvenir. Cheveux poivre et cils peignés en arrière, lunettes posées sur l'arête du nez, une façon calme et délibérée de parler. Il m'avait toujours fait penser à un bibliothécaire avec trop de secrets. « Madame Roux », dit-il doucement en se levant pour m'accueillir. J'ai été très attristée d'apprendre pour André. C'était un homme bien. J'ai hoché la tête. Merci. Nous avons échangé quelques politesses pendant quelques minutes. Combien de temps il s'était écoulé, comment la ville avait changé, l'état des routes, le temps. Puis j'ai posé mon sac à main sur la table, sorti une chemise cartonnée contenant le testament original, et l'ai glissé sur son bureau. J'aimerais apporter des modifications, ai-je dit. À tout. Étienne haussa un sourcil, mais ne dit rien. Il prit la chemise, l'ouvrit soigneusement, et commença à feuilleter les pages. Le testament actuel, dit-il en lisant, divise votre succession équitablement entre votre fils, Julien Roux, et 3 associations. Les livres pour tous, le groupe d'alphabétisation des enfants que soutenait votre mari, les amis des chats abandonnés, le refuge pour animaux, et la Fondation Espoir, pour la recherche sur le cancer. Oui. C'était l'arrangement d'André. Et maintenant? J'ai croisé les mains sur mes genoux. Retires Julian. Étienne cligna des yeux. Complètement. Oui. Laissez tout aux associations. Repartices equitablement. Propriété, économie, effet personnel. La pièça resta silenciosa un moment. Étienne posa les papiers et ôta ses lunettes. Je me sens obligé de vous demander, non pas en tant qu'avocat, mais en tant que personne qui a connu votre famille. Êtes-vous certaine que c'est ce que vous voulez? Je ne suis pas en colère, dis-je doucement. Je suis claire. Ce n'est pas la même chose. Étienne se pencha en arrière, m'observant. Vous comprenez que cette décision peut entraîner des contestations judiciaires, notamment de la part de votre fils. J'y suis préparé. Il pourrait prétendre à une altération de votre capacité mentale. Contester les modifications après votre décès. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Vous pouvez me faire évaluer, si vous le souhaitez, dis-je. Psychiatricement. Officiellement. Je veux que tout soit inattaquable. Il griffonna une note dans son agenda. C'est possible. J'ai regardé par la fenêtre. Une légère brise agitait les arbres du trottoir. Un couple âgé passait, bras dessus bras dessous. Je ne fais pas cela par vengeance, ai-je ajouté. Je le fais par logique. Je comprends, dit Étienne calmement. Puis-je vous demander, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Je lui ai raconté. L'absence de Julien. L'appel. La baby shower. La proposition de repousser les funérailles d'André. Je n'ai pas pleuré en le racontant, bien que je sentais ma voix se serrer à chaque phrase. Étienne écoutait sans m'interrompre, les mains jointes, l'expression neutre. Quand j'eus terminé, il hocha lentement la tête. Je suis désolé, dit-il. Je me souviens de Julien comme d'un garçon brillant. Moi aussi, dis-je. Il prit des notes dans un carnet en cuir, puis sortit un nouveau jeu de documents. Nous allons rédiger les changements cette semaine. Après l'évaluation psychiatrique et la signature des témoins, nous enregistrerons le Nouveau Testament. Une copie restera en ma possession, une autre pourra être conservée à l'endroit de votre choix. Je préférerais que Julien ne sache rien avant mon départ. Bien sûr. C'est votre droit. Il marqua une pause. Et si un jour votre fils revenait, s'il changeait? J'ai soutenu le regard d'Étienne. Alors le monde aura changé. Et moi aussi. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les comptes financiers, à répertorier les biens, et à désigner la manière dont les objets personnels devaient être traités. Je lui ai dit de tout faire vendre aux enchères ou donner. Bijoux, œuvres d'art, même la table de salle à manger qu'André avait construite de ses mains. Les bénéfices iraient aux causes auxquelles André et moi croyions. Aucun souvenir pour votre fils? Demanda Étienne doucement. Il ne veut pas de souvenirs, ai-je répondu. Il l'a prouvé. À la fin de la réunion, Étienne se leva et me tendit la main.
Cela sera fait avec soin, dit-il. Je le sais, répondis-je en me levant. C'est pour cela que je suis venu vous voir. Je suis rentré chez moi en silence. Le soleil était déjà bas, projetant de longues ombres sur les rues pavées. Je suis passé devant une boulangerie où André et moi nous arrêtions pour acheter des tartelettes aux abricots le dimanche matin. Elles étaient encore dans la vitrine, brillantes, parfaites, intactes par le temps. À la maison, j'ai enlevé mon manteau et me suis assise au bureau d'écriture dans le bureau d'André. J'ai sorti une feuille de papier. Pas pour écrire une lettre à Julien, je n'avais aucun intérêt à m'expliquer auprès de lui, mais pour écrire un mot à André. Mon chéri. J'ai changé le testament aujourd'hui. Julien n'héritera ni de la maison, ni de l'argent, ni de quoi que ce soit d'autre. Je sais que tu aurais hésité, espérant qu'il changerait. Mais tu n'as pas vécu assez longtemps pour voir ce qu'il est devenu. Moi, si. Je ne suis pas amère. Je me contente d'agir en gardienne de ta mémoire. De qui tu étais. Tu méritais mieux que des excuses et du gâteau. Tu méritais le respect. Tu me manques. J'ai plié la note et l'ai placée dans le livre de poésie préféré d'André. Puis je me suis levée, suis allée dans le jardin, et j'ai taillé les tiges fanées des plants de lavande. Quelques abeilles traînaient encore parmi les fleurs fanées. Le monde continuait de tourner. Julien avait fait son choix. Maintenant, j'avais fait le mien. Le premier appel est arrivé 2 jours après les funérailles. J'étais dans le jardin, coupant les dernières fleurs fanées du romarin d'André, quand j'ai entendu mon téléphone vibrer sur la table du patio. J'ai regardé l'écran. Julian. Pendant un moment, mes mains se sont figées en plein mouvement. Les sécateurs tremblaient légèrement dans ma prise. Eliza Sandra. Une sonnerie. 2, 3. Puis le silence. 1 minute plus tard, un autre appel. Puis un troisième, juste avant la tombée de la nuit. À chaque fois, je laissais l'appel sans réponse. Au 4e appel, il laissa un message vocal. Salut, maman. Je sais que tu es probablement fâchée. Je voulais être là. C'est juste que, les choses se sont compliquées. Lucie ne se sentait pas bien, et avec la fête, il y avait des invités et, enfin. J'ai beaucoup pensé à papa. Rappelle-moi, s'il te plaît. Le message resta là, stérile et calculé. Comme s'il lisait un prompteur, montre du remords. Offre une raison vague. Mentionne le père. Demande à être rappelé. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai écouté un 2e message. Maman, on peut parler? S'il te plaît. Je sais que j'aurais dû venir, mais ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Il se passait beaucoup de choses, et rappelle-moi juste. Pas de « je suis désolé ». Pas de « j'ai eu tort ». Juste, ce n'est pas si simple. Comme si ne pas assister aux funérailles de son propre père pouvait être réduit à un malentendu. J'ai supprimé le message. Pendant les semaines suivantes, Julien appelait régulièrement. Parfois tous les jours. Parfois 2 fois par jour. Finalement, il a réduit à 1 appel par semaine, que j'ignorais aussi. 1 mois passa, puis 6 semaines. Son ton commença à changer. Le 8e message vocal était différent. C'est puéril, maman. Nous sommes tous les 2 adultes. Papa est parti, et au lieu de nous soutenir l'un l'autre, tu me rejettes. À quoi ça sert? Tu me punis pour une seule erreur. Ce n'est pas juste. Punition. Comme si le chagrin était une forme de sanction parentale, et non le poids écrasant de la trahison. Je n'ai pas supprimé ce message immédiatement. Je l'ai écouté 2 fois, puis une 3e, chaque répétition durcissant ma résolution. André était mort depuis 41 jours, et notre fils ne comprenait toujours pas ce qu'il avait fait. Ce week-end-là, je suis allée seule au cimetière, comme je le faisais souvent. J'ai apporté des fleurs sauvages fraîches du marché et une note pliée que je ne prévoyais pas de lire à voix haute. Je me suis assise sur le banc sous l'olivier où André était enterré et j'ai regardé les nuages passer derrière le clocher de l'ancienne église. Je pensais qu'il comprendrait maintenant, ai-je dit doucement, que ce n'était pas à propos de la fête. C'était à propos du choix. Le vent changea légèrement. Un oiseau se posa sur une branche voisine. Rien d'autre ne bougea. En rentrant, je me suis arrêtée à la librairie pour prendre le dernier roman lauréat du prix Goncourt et quelques catalogues de semences. La femme à la caisse me remit le sac avec un sourire bienveillant. « Vous avez meilleure mine, Madame Roux, dit-elle. J'étais à la cérémonie. Elle était magnifique. Merci, ai-je répondu. Puis elle hésita.
Votre fils va revenir de Nice? J'ai entendu dire qu'il pourrait. J'ai cligné des yeux. Non, dis-je, d'un ton froid. Vous avez du mal entendre. Elle n'insista pas. Ce soir-là, Julien envoya un texto au lieu d'appeler, je m'inquiète pour toi. S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. Aucune mention d'André. Aucun mot sur son absence. Juste une demande centrée sur lui-même d'être rassuré. J'ai éteint mon téléphone. Plus tard, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert une pochette qu'Étienne avait fait livrer par coursier ce matin-là. À l'intérieur se trouvait l'ébauche finalisée du Nouveau Testament, préparée avec les déclarations des témoins et le rapport psychiatrique attestant de ma lucidité. En haut, ma signature attendait. J'ai relu une dernière fois. Tous les avoirs financiers répartis équitablement entre 3 associations caritatives. La maison, à mon décès, serait vendue et le produit divisé en conséquence. Tous les effets personnels, y compris bijoux, œuvres d'art et meubles, seraient mis aux enchères ou donnés. Aucun legs à Julien Roux. Aucune exception. J'ai signé la dernière page. Mon écriture ne tremblait pas. Le lendemain, Étienne confirma la réception. Le document était officiellement scellé. J'ai préparé une cafetière de café noir corsé et me suis assise au bureau d'André. J'ai sorti une feuille blanche et j'ai commencé à écrire, pas à Julien, mais à moi-même. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'irréversible. Mais nécessaire. Pas parce que je veux me venger, ni même rendre justice, mais parce que la vérité mérite d'être gardée en mémoire. Un homme qui a vécu avec droiture ne devrait pas voir son héritage géré par quelqu'un qui a choisi le confort plutôt que la loyauté. Julien a perdu son père au moment où il a choisi de ne pas lui dire adieu. J'ai perdu mon fils, non par la mort, mais par décision. Ce soir-là, Julien a appelé à nouveau. J'ai laissé sonner. Puis le message vocal est arrivé. Maman, je veux juste parler. S'il te plaît. Voyons-nous. Je sais que je t'ai blessé. Vraiment. Mais m'ignorer ne réglera rien. Je suis toujours ton fils. Je suis resté dans l'embrasure de la porte du bureau d'André et j'ai écouté la fin de l'enregistrement. Toujours mon fils? Peut-être par le sang. Mais la famille est plus que de l'ADN. C'est les choix que l'on fait quand ceux qu'on aime ont besoin de nous. Julien avait fait son choix. Maintenant, j'avais fait le mien. C'était un mardi matin, au début de l'automne, lorsque j'ai vu sa voiture entrer dans l'allée. J'étais dans le jardin, en train de tailler l'olivier d'André, quand le bourdonnement métallique familier de la Peugeot électrique de Julien a rompu le silence. Je n'ai pas bronché. Je l'ai observé sortir, l'air plus fatigué que dans mon souvenir. Les épaules légèrement voûtées, les cheveux plus longs, le visage mal rasé. Il s'arrêta près de la voiture, comme s'il hésitait à venir jusqu'à la porte. Puis, les mains fourrées dans les poches de son manteau, il s'est approché. « Maman, dit-il, s'arrêtant à quelques pas. « Julien, répondis-je, sans avancer. L'air entre nous semblait mince, tendu. Même les brins de lavande semblaient retenir leur souffle. J'ai essayé d'appeler. Je sais. Tu n'as pas répondu. Je ne le voulais pas. Il détourna le regard, la mâchoire crispée. Je devais venir. Je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Je ne répondis pas. Je me tournai de nouveau vers l'olivier et coupai une branche basse. Les cisailles claquèrent bruyamment dans le silence. « On peut parler à l'intérieur ?» demanda-t-il. « Si tu veux. » Je marchai devant, sans vérifier s'il me suivait, et entrai dans la maison. L'odeur de romarin et de citron flottait dans l'air, résidu du nettoyage que j'avais fait plus tôt. Julien entra derrière moi, s'arrêtant dans le couloir. Le porte-manteau était toujours là, vide à l'exception du vieux parapluie d'André. Julien accrocha sa veste comme il avait fait des milliers de fois étant adolescent. « Ça sent toujours pareil ici, » dit-il doucement. « Comme la maison. Seulement pour ceux qui l'ont traité comme tel. » Ça l'a blessé, je le voyais. Mais je ne retirai pas mes paroles. Je le conduisis au salon, désignant le fauteuil dans lequel il s'enfonçait autrefois après les déjeuners du dimanche. « Ierestai debut. » Je suis désolé, dit-il en me regardant. J'aurais dû venir aux funérailles. J'aurais dû être là. Yeah. Il hésita, cherchant ses mots. C'était compliqué. Je croisai les bras. Non. C'était simple. Tu as fait un choix. Ses yeux remontèrent vers les miens. Lucie était très émotive. C'était sa première grossesse. Ses parents étaient venus en avion. Tout était prévu, depuis des mois.
Elle a craqué la veille. J'ai pensé, si je partais. Tu as pensé que ton mariage en souffrirait, complétai-je pour lui. Alors tu es resté pour elle. Pour le bébé. Pour le confort. Il tressaillit. Je comprends ça, continuai-je. Ce que je ne comprends pas, c'est comment la mort de ton père est passée aussi bas sur ta liste de priorités. Le visage de Julien se crispa de douleur. J'ai fait une erreur. Non. Tu as pris une décision. Ne l'appelle pas une erreur. Il resta silencieux. J'adoucis légèrement ma voix. Tu veux savoir ce qui est le plus difficile, Julien? Ce n'est pas que tu ne sois pas venu. C'est que tu n'as pas appelé ensuite. Tu as attendu que plusieurs jours passent. Pas pour faire ton deuil. Pas pour t'excuser. Mais pour te justifier. Je ne savais pas quoi dire, murmura-t-il. Je ne pensais pas en avoir le droit. Ça, dis-je, aurait été la première chose honnête que tu aurais dite depuis des années. Il baissa les yeux vers ses mains. Un moment, la pièce ne fut remplie que du tic-tac léger de l'horloge de la cheminée, celle qu'André avait restaurée des années auparavant. Un souvenir que Julien avait un jour qualifié de démodé. Enfin, Julien releva les yeux vers moi. Je suis venu aujourd'hui pour arranger les choses. Tu es venu parce qu'Étienne t'a envoyé une copie du Nouveau Testament. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu ne pensais pas qu'il me le dirait? Demandai-je. Bien sûr qu'il me l'a dit. Il m'a dit que tu l'avais appelé. Que tu avais exigé des explications. Que tu l'avais accusé de m'avoir influencé. Julien avala difficilement. J'étais en colère. Tu étais choqué. Parce que tu croyais que cette maison, ces économies, cette vie que nous avons bâtie, tu pensais que tout ça t'appartenait. Je suis ton seul enfant. Tu étais le seul enfant d'André, corrigeai-je. Je ne suis pas convaincu que tu sois encore le mien. Il me fixa. Un instant, je vis le petit garçon qui pleurait quand son cerf-volant restait coincé dans les arbres du verger. Ce garçon était maintenant un homme, retenant des larmes qu'il refusait de laisser couler. Je ne suis pas venu pour l'héritage, dit-il calmement. Je suis venu pour toi. Alors prouve-le. Comment? Dis-moi ce que tu te rappelles du jour où ton père est mort. Il ouvrit la bouche. La referma. Essaya de nouveau. Je me rappelle que tu as appelé. J'étais dans la cuisine. Lucie paniquait à propos du traiteur. Je levai la main. Non. Pas ce qui t'est arrivé à toi. Ce qui est arrivé à lui. Dis-moi ce que tu te rappelles de sa mort. Il s'effigea. Tu ne peux pas, dis-je. Parce que tu n'étais pas là. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds. Il regarda ses genoux, puis l'horloge sur la cheminée, comme si elle pouvait lui offrir une échappatoire. Enfin, il murmura, « Que veux-tu que je dise ?» Rien, dis-je. Il ne s'agit pas de dire. Il s'agit de devenir. Devenir quoi? Quelqu'un digne d'être le fils d'André Roux. Je me dirigeai vers l'encadrement de la porte. Je ne t'empêcherai pas de venir ici. Je ne t'interdirai pas d'aller sur la tombe. Mais ne t'attends pas à être accueilli à bras ouverts dans cette maison. Pas encore. Il s'éleva lentement. Et si je veux arranger les choses? Alors montre-le-moi. Pas avec des excuses. Pas avec des mises en scène. Avec du changement. Alors qu'il atteignait la porte, il s'arrêta. Lucie et moi, on se sépare, dit-il. Je me retournai entièrement vers lui. Elle a dit qu'elle avait l'impression que l'homme qu'elle avait épousé disparaissait. Et elle avait raison. J'ai poursuivi une version de moi-même qui n'a jamais vraiment existé. Un long silence s'installa entre nous. Alors arrête de fuir, dis-je, et commence à te rappeler qui tu étais. Il acquiesça d'un signe de tête, ouvrit la porte et sortit dans l'air vif de l'automne. Je restai longtemps dans le couloir après son départ, fixant l'endroit où les chaussures d'André reposaient autrefois après une longue journée. Puis je fouillai dans le placard, sortis l'ancienne écharpe de Julien, celle qu'il avait laissée ici des années plus tôt, et la repliai soigneusement pour la mettre dans la boîte à dons. Parce que je n'avais pas besoin de symboles. J'avais besoin de preuves. Julien ne revint pas pendant 3 semaines. Je ne m'y attendais pas et je ne le demandais pas. Après sa visite, je repris mes routines avec une précision silencieuse. Thé du matin. Marche dans le village. Désherbage du jardin. Nettoyage du bureau d'André tous les jeudis,
même si la poussière s'y posait à peine désormais. Le temps s'était rafraîchi, les dernières traces de l'été cédant à la netteté de l'automne. Les matins sentaient la fumée de bois et la terre mouillée. Tout dans cette saison me rappelait André, sa période préférée de l'année. Il aimait la transition, la clarté de l'air, le symbolisme du lâcher-prise. Alors, moi aussi, j'ai lâché prise. Pas du souvenir, pas de l'amour, mais des attentes. J'avais passé des mois à espérer que Julien appellerait avec sincérité, se présenterait avec remords, ou écrirait une lettre pleine de contrition. Mais maintenant, je ne voulais plus d'excuses. Je ne voulais plus de discours ou de marchés émotionnels. Je voulais quelque chose de plus difficile à donner. Je voulais une transformation. Et la transformation, je le savais, ne se produit pas en 3 semaines. Puis, juste au moment où octobre se fondait en novembre, Étienne appela. J'ai envoyé par courrier les copies certifiées du testament révisé, dit-il. Tout est maintenant formalisé, signé, attesté, déposé. C'est inattaquable. Bien. Tu es toujours sûr de ne rien laisser à Julien? Demanda-t-il, prudemment, comme s'il sondait une dernière fois avant de refermer la porte pour toujours. Je n'ai pas hésité. Oui. Très bien. Il en sera informé dans les 30 jours suivant votre décès, selon la procédure standard. Que ce soit après mon départ, dis-je. Comme ça, je n'aurai pas à le voir se briser. Étienne ne répondit pas immédiatement. Mais quand il le fit, sa voix s'était adoucie. Pour ce que ça vaut, Marianne, je pense qu'André aurait compris. Non, répliquai-je, presque en souriant. André aurait espéré. Mais je ne suis pas lui. Et je n'ai plus le luxe d'espérer. Après avoir raccroché, je me fis une théière de camomille et m'assis près de la fenêtre. Dehors, l'olivier claquait dans le vent. À l'intérieur, le feu crépitait dans l'âtre. J'étais seule, mais pas solitaire. Puis on frappa à la porte. Je l'ouvris pour découvrir un visage familier. Julien, tenant un sac en papier brun et portant le même manteau en laine que je me rappelais de ses années universitaires. J'ai apporté de la soupe, dit-il. Je haussai un sourcil. Je l'ai faite moi-même. Tu l'as empoisonnée? Un léger sourire passa sur ses lèvres. Juste un peu. Je m'écartai. Entrez. Il entra avec les pas prudents d'un invité, non d'un fils. Il posa la soupe sur le comptoir de la cuisine, puis se tourna vers moi. Je n'attends pas que tu dises quoi que ce soit, commença-t-il. Mais je voulais te dire que Lucie et moi avons finalisé la séparation. Elle est retournée vivre à Paris. J'acquiesçai, sans dire un mot. J'ai emménagé dans un petit logement. Pas loin du port. C'est modeste. Calme. Je loue en attendant de me retrouver. Je m'appuyai contre le comptoir. Et qui es-tu sans Lucie? Il baissa les yeux. Je suis encore en train de le découvrir. Je fis un geste vers la soupe. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Lentils, carottes, poireaux, ale. Et, devine. Cumin. Il sourit. Astro. Il commença à servir la soupe dans 2 bols, retrouvant ses marques dans la cuisine comme lorsqu'il rentrait à la maison pendant les vacances. Nous mangeâmes à la petite table en silence. Au bout d'un moment, il reprit la parole. J'ai rencontré quelqu'un. Je levai les yeux. Déjà? Non. Pas comme ça. Pas de façon romantique. Juste, quelqu'un. Il expliqua. Un homme nommé Damien, un travailleur social à la retraite qui dirigeait un programme de lecture gratuit pour les enfants des quartiers défavorisés. Julien l'avait rencontré lors d'un événement dans un jardin communautaire. J'ai commencé à faire du bénévolat avec lui, dit-il. On répare des livres donnés, on organise des heures de conte, on construit des coins lecture pour les écoles qui n'ont pas les moyens d'avoir une bibliothèque. Je ne dis rien. Je n'ai jamais rien construit sans que quelqu'un me surveille. Au travail, il s'agissait toujours d'impressionner un client, ou de correspondre à la vision parfaite de Lucie. Mais maintenant, je ne sais pas. J'ai l'impression de construire quelque chose qui dure. Même si personne ne le voit. Pendant un instant, la pièce sembla plus chaude. Qu'est-ce qui t'a poussé à les contacter? Demandai. Julien but une gorgée de soupe avant de répondre. Je voulais comprendre pourquoi papa faisait ce qu'il faisait. Enseigner. Lire aux enfants des autres. Réparer des étagères sans qu'on le remercie. Avant, je pensais que c'était juste, attendrissant. Noble, mais insignifiant. Et maintenant?
Maintenant je pense que c'est la plus grande chose qu'il ait jamais faite. Nous ne parlâmes plus pendant un moment. Le silence n'était plus tendu, il était plein. Plein de choses que nous n'avions plus besoin de dire. Avant que Julien ne parte, il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un exemplaire usé du Petit Prince. C'était à papa, n'est-ce pas? J'acquiesçai. Sa mère le lui avait offert quand il avait 10 ans. Il l'a emporté avec lui à l'université. Je l'ai relu la semaine dernière, dit Julien. Ça ne m'avait jamais touché avant. Le passage où le renard dit au Petit Prince, « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. » Je soutins son regard. Et j'ai réalisé que j'avais été apprivoisé, continua-t-il. Par vous deux. Avec de l'amour, des livres, des histoires du soir. Et puis j'ai fui. Pas seulement vous. Tout ce qui faisait de moi ce que j'étais. Sa voix se brisa. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Mais je veux que tu saches, je me souviens maintenant. Il n'attendit pas de réponse. Il hocha simplement la tête, prit son contenant de soupe vide et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il se retourna. Tu ne me diras probablement pas si tu changes le testament. Je comprens. Mais je ne suis plus là pour ça. Je sais, dis-je doucement. Puis il partit. Je m'assis au bureau d'André, ouvris son vieil exemplaire du Petit Prince, et vis la phrase soulignée que Julien avait mentionnée. Cela ressemblait à un murmure à travers le temps. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Peut-être qu'André m'avait apprivoisé aussi. Avec patience. Avec bonté. Avec espoir. Et peut-être, juste peut-être, pouvais-je apprendre à espérer de nouveau. La première fois que je visitais le coin lecture que Julien avait contribué à construire, j'y allais sans prévenir. Il se trouvait dans une petite école nichée entre une gare vieillissante et une boulangerie couverte de graffitis dans un quartier modeste de Nice. L'école accueillait autrefois principalement des enfants du coin, mais ces dernières années, elle recevait des enfants de familles immigrées, de foyers monoparentaux, et de plus en plus de familles en difficulté dans l'ombre de la ville. Damien, le travailleur social retraité dont Julien avait parlé, m'accueillit à la porte. Il avait des yeux bienveillants et une voix qui sonnait comme du gravier tiède. Quand je me présentai comme la mère de Julien, il sourit et me prit la main comme s'il attendait depuis longtemps de me rencontrer. « Il parle tout le temps de vous, » dit Damien. J'en doutais. Mais je le laissai croire. Il me guida à travers les couloirs carrelés de l'école, passant devant une rangée de classes décorées d'arc-en-ciel en crayons de cire et d'étoiles découpées. Puis il ouvrit une porte sur ce qui avait autrefois été une pièce de rangement inutilisée, et je vis ce qu'ils avaient créé. Des étagères faites de bois récupéré bordaient les murs. Chaque étagère était peinte de couleurs vives, bleu ciel, souci, lavande. Le sol était recouvert de moquettes douces. Des tapis et de vieux coussins. Dans un coin, un fauteuil moelleux se trouvait sous une lanterne en papier. Une bannière au-dessus disait « Le coin de lecture, The Reading Corner ». C'est lui qui a eu l'idée de transformer cette pièce en quelque chose de magique, dit Damien. Et ces étagères, il les a construites lui-même. Je m'approchai de l'une des étagères du bas et passai mes doigts le long du bord. Ce n'était pas parfaitement lisse. Il y avait de légères indentations, marque d'une main peu habituée à la menuiserie. Mais c'était solide. Robust. Fait avec soin. Des rires d'enfants résonnaient faiblement dans le couloir. Il vient souvent? Demandai. 2 fois par semaine, répondit Damien. Il lit aux petits. Aide les plus grands avec le vocabulaire. Il a un faible particulier pour le Petit Prince. Bien sûr, pensai-je. Il est différent, ajouta Damien, sur un ton doux. Silencieux, mais pas renfermé. Il écoute. Vraiment. Comme votre mari, d'après ce que j'ai entendu. Je relevai brusquement les yeux. Julien m'a parlé de lui, dit Damien. Du décès. De ce qu'il a raté. Je ne répondis pas. Il porte cela, continua-t-il. Pas comme une culpabilité, exactement, mais comme une leçon. Et ça le transforme. Je restai silencieuse, non pas parce que je ne croyais pas Damien, mais parce que je me faisais pas confiance pour parler sans larmes. Un groupe d'enfants entra quelques minutes plus tard, bavardant avec excitation. Une fille aux couettes serrait un livre à 2 mains et demanda. « Monsieur Julien est là aujourd'hui. » « Pas aujourd'hui, ma chérie, » dit Damien en s'accroupissant près d'elle. « Mais il reviendra vendredi. » Je l'ai regardé s'installer, assis en tailleur sur les coussins, allongé sur les poufs. Un petit garçon, pas plus de 7 ans, attrapa le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique et se tourna vers un ami à côté de lui. « Mon papa ne lit jamais, »
chuchota Théil. Mais monsieur Julien dit que les livres sont des portes secrètes. Moi aussi, je veux trouver une porte. Je me détournai, faisant semblant d'inspecter une étagère. Julien avait dit un jour à André qu'il détestait lire. Je préfère construire une maison que lire sur une, avait-il dit à 12 ans. Et pourtant, le voilà, des années plus tard, aidant des enfants à trouver les portes qu'il avait autrefois refusé d'ouvrir. Après la séance, Damien me raccompagna jusqu'au portail. Vous devriez venir un jour où il est là, dit-il. Le surprendre. Je crois que je l'ai déjà fait. Il sourit. Astérisque ce soir-là, de retour à la maison, je sortis le vieux fauteuil d'André sur la véranda et m'assis enveloppé dans une couverture en laine, l'air vif contre mes joues. Dans mes mains, Le Petit Prince, l'exemplaire de Julien, celui qu'il avait relu récemment. J'ouvris au passage sur le renard. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Et juste en dessous, l'ancienne écriture d'André. La responsabilité n'est pas une obligation. C'est une dévotion. Je pensais à toutes les façons dont Julien avait recommencé à montrer de la dévotion. Pas par de grands gestes, ni par des excuses larmoyantes, mais dans des pièces silencieuses, lisant à des enfants oubliés, réparant des livres pour lesquels personne ne le remercierait jamais. Et je commençais à me demander, est-ce que cela suffisait? La transformation était-elle toujours linéaire? Le pardon devait-il être ordonné? 2 jours plus tard, Julien vint me rendre visite. Il apporta des courses cette fois, des choses simples. Des citrons. Du persil. Une miche de pain de campagne encore chaude. Il ne resta pas longtemps. Il s'assit avec moi sur la véranda. Me parla des enfants. D'un garçon qui ne parlait qu'arabe, et comment ils avaient appris à communiquer par dessin. Il y a quelque chose de doux en eux, dit-il. Comme s'ils faisaient plus confiance aux livres qu'aux gens. Et toi? Demandai-je. Tu fais plus confiance aux livres qu'aux gens. Avant, oui, répondit-il. Maintenant, j'essaie de devenir quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance. Nous ne parlâmes plus un moment. Juste assis là, à regarder le vent passer dans l'olivier, faisant tomber quelques feuilles sèches. Lorsqu'il partit, je restai en arrière, regardant la poussière soulevée par ses pneus le long de l'allée en gravier. Plus tard dans la nuit, je sortis une enveloppe vierge et écrivis. À Étienne, de la part de Marianne Roux. Objet, testament, amendement. À l'intérieur, j'inclus une note. Veuillez préparer une version révisée de mon testament. Divisez mon héritage comme suit. 50% à répartir équitablement entre les 3 associations désignées. 50% à mon fils, Julien Roux. Ce changement n'est pas une récompense. C'est le reflet d'un changement mérité. Je n'appelais pas Julien pour le lui dire. S'il devenait vraiment l'homme que son père avait élevé, il n'aurait pas besoin de savoir, ni de s'attendre, à ce qu'il attendait à la fin de ma vie. La récompense ne résidait pas dans l'héritage. Elle était dans la rédemption. L'hiver arriva discrètement en Provence. L'air devint plus vif, le soleil plus pâle. La lavande avait disparu depuis longtemps, remplacée par une terre endormie et du givre argenté accroché au massif du jardin. La plupart des matins, j'enfilais l'ancienne écharpe d'André, une paire de gants en laine, et je sortais dans le froid avec mon sécateur, ne serait-ce que pour respirer le silence du matin et tenir compagnie aux plantes pendant leur hibernation. L'olivier avait cessé de perdre ses feuilles. Le romarin restait solide. Mais les rosiers s'étaient flétris en épines cassantes, et chaque fois que je les croisais, j'avais envie de les tailler complètement. Pourtant, quelque chose en moi hésitait. André ne taillait jamais trop tôt. Laisse-les paraître morts, disait-il. Les racines préparent quelque chose. Alors je laissai le jardin dormir. Julien commença à venir tous les samedis. Pas pour rester longtemps. Juste assez pour partager un repas, me mettre à jour sur ses séances de lecture, et s'occuper de petites réparations dans la maison. Une gouttière lâche. Une marche grinçante. Un carreau ébréché près de la porte arrière. Il ne parla plus jamais du testament. Et je ne lui dis jamais qu'il avait changé. Cela devint un accord tacite entre nous, s'il était là pour prouver quelque chose, il ne voulait pas de confirmation. Si je regardais, je ne voulais pas récompenser trop tôt. Un samedi de décembre, il arriva avec un petit sapin dans le coffre de sa voiture. Pour le jardin, dit-il. Je me suis dit qu'il avait besoin de quelque chose de persistant. Je hochai la tête et allai lui chercher une pelle. Nous le plantâmes. Près du bord du jardin, juste au-delà de l'endroit que le soleil atteignait à midi. Il creusa en silence, et je maintins les racines droites pendant qu'il tassait la terre autour. Cet endroit était autrefois ton bac à sable, dis-je.
Il s'arrêta, regardant autour de lui. Je me souviens. Papa m'avait construit une petite clôture en bois autour. Et tu pleurais si une seule fourmi y entrait. Je détestais les fourmis, dit-il en riant. Non, corrigeai-je. Tu détestais perdre le contrôle. Tu voulais que le sable reste parfait. Il sourit. Certaines choses ne changent jamais. Certaines choses changent, répondis-je, puis je me tournai de nouveau vers l'arbre. Une fois planté, nous restâmes un moment à admirer le jeune sapin. Il semblait petit. Fragile, même. Mais ses racines étaient profondes, sa base solide. Julien sortit une petite étiquette en bois de la poche de son manteau. J'ai fabriqué ça, dit-il. C'est une tradition dans le programme de lecture. On étiquette les nouveaux arbres avec un mot qu'on veut les voir incarner. Il attacha l'étiquette à une branche. Elle portait ce mot, pardon. Je la regardai longtemps. Puis je me tournai vers lui. C'est pour l'arbre, ou pour toi? Les deux. Nous rentrâmes à la maison sans un mot de plus. Ce soir-là, alors que la neige menaçait à l'horizon, Julien me rejoignit dans la cuisine. Il épluchait les pommes de terre pendant que je remuais une marmite de lentilles, nos gestes synchronisés plus par habitude que par conversation. Tu te souviens quand papa avait fait un cassoulet et avait oublié de faire tremper les haricots? Julien read. Il insistait sur le fait qu'ils étaient al dente et les avait servis quand même. Martine avait failli se casser une dent. C'était un cuisinier terrible, dit Julien avec tendresse. Mais il faisait du bon thé. Iesuris. Et de meilleures métaphores. Est-ce que ça te manque, enseigner? Demanda-t-il. Je baissai le feu et réfléchis un moment. Non. Ce qui me manque, c'est ce que ça m'apportait. Une raison d'être. Une routine. Quelqu'un qui avait besoin de moi. C'est pour ça que tu jardines autant. Je hochai la tête. On ne peut pas arrêter de s'occuper des choses juste parce qu'elles ne parlent pas. Julien resta silence. Puis demanda doucement. Est-ce que tu me considères toujours comme une déception? Je remuai les lentilles. Je te considérais comme un étranger, répondis-je. Et les étrangers ne déçoivent pas. Ils sont juste inconnus. Et maintenant? Je le regardai. Maintenant, je commence à me souvenir de toi. Il détourna le regard, cligna rapidement des yeux, prétendant vérifier la cuisson. Cette nuit-là, après son départ, je m'enveloppai dans un châle en laine et sortis jusqu'au petit pain. L'étiquette brillait sous la lumière du porche. Pardon. Le vent s'était levé, faisant bruire les feuilles d'olivier, murmurant des mots que le monde ne pouvait pas entendre. Au clair de lune, le jardin semblait endormi, mais pas mort. Comme s'il attendait le printemps. Moi aussi. La semaine suivante, un colis arriva. Aucun expéditeur indiqué. À l'intérieur se trouvait un livre, le livre des mères, une édition rare qu'André avait longtemps cherchée sans jamais la trouver. J'ouvris la couverture et trouvai un mot glissé à l'intérieur. Pour ta collection, et ta patience. Merci de te souvenir de qui j'étais autrefois. O.J. Je refermai le livre et le plaçai sur l'étagère aux côtés des favoris d'André. Cela ne ressemblait pas à un geste. Cela ressemblait à un pas. Julien ne mentionna jamais le livre lors de sa prochaine visite. Moi non plus. À la place, il me parla d'un garçon nommé Bilal qui avait enfin lu son premier livre d'un bout à l'autre. Une histoire sur un chat qui parlait, et un garçon qui croyait en lui quand personne d'autre ne le faisait. Il s'est tenu devant toute la classe, dit Julien, et il a lu à voix haute. Même Damien a pleuré. Les livres ont ce pouvoir, dis-je. Il acquiesca. Tout comme le fait d'être vu. Nous restâmes silencieux un moment. Puis il ajouta. Papa aurait adoré cet endroit. J'étais d'accord. Il a toujours cru que les gens pouvaient changer. Julien baissa les yeux vers ses mains. Avant, je pensais que j'avais changé pour Lucie. Puis pour moi-même. Maintenant, je veux juste être le genre d'homme dont papa serait fier. Le genre de fils que tu peux pardonner. Tu es déjà à mi-chemin, dis-je. Il releva les yeux. Tu es là. Dehors, le jardin se préparait au givre. Mais profondément en dessous, la vie attendait. Le pin se dressait fièrement, le vent soufflant doucement à travers ses aiguilles souples. Et quelque part, sous la terre, les racines du pardon s'enracinaient. Les premiers signes du printemps arrivèrent tôt cette année-là. Fin mars, l'olivier commençait à bourgeonner. Le romarin fleurissait en minuscules taches bleues. Et sous les enveloppes sèches de la croissance de l'année passée, de jeunes pousses vert tendre émergeaient de la terre, déclaration silencieuse que la vie,
encore une fois, refusait d'abandonner. J'étais dans le jardin, en train de désherber, quand j'aperçus Julien arriver. Il avait troqué son ancienne voiture électrique contre une Citroën cabossée. Moins élégante. Plus honnête. Il la gara sans hâte et en sortit, tenant quelque chose derrière son dos. « Qu'est-ce que c'est » criai-je, en plissant les yeux dans la lumière du matin. Il s'avança sur le sentier, puis révéla un bouquet de tulipes blanches. « Pour lui, dit-il. C'est son anniversaire aujourd'hui, non ?» Je hochai la tête. Les tulipes étaient les fleurs préférées d'André. Il disait qu'elles étaient les plus indulgentes, élégantes, résistantes, et prêtes à revenir chaque année peu importe la rudesse de l'hiver. Je me suis dit qu'on pourrait aller le voir ensemble, ajouta Julien. Je me levai lentement, brossant la terre de mes gants. Laisse-moi prendre mon manteau. 15 minutes plus tard, nous étions côte à côte au cimetière, juste sous les branches noueuses de l'olivier qui ombrageaient la tombe d'André. La pierre était simple. Elegante. Tout comme lui. Elle portait son nom, les dates de sa vie, et une citation de Montaigne qu'il répétait souvent. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Nous restâmes en silence un moment. Julien déposa doucement les tulipes au pied de la pierre, puis recula. Une brise légère agita l'arbre au-dessus, dispersant quelques pétales tombés sur l'herbe. « Je n'étais pas là quand tu l'as enterré, » dit Julien à voix basse. « Mais je lui rends visite. Pas souvent. Astérisque astérisque, mais assez souvent pour entendre mes propres pensées. » Je le regardai. J'avais l'habitude de venir tard dans la nuit, poursuivit-il. M'asseoir sur le banc. Lui parler comme je te parle maintenant. Je ne m'attends pas à ce que cela signifie quelque chose pour quiconque sauf moi. Mais, je voulais que tu le saches. Je le sais, dis-je. Il baissa les yeux vers la tombe. Je pensais que je me sentirais jugé ici. Mais à la place, je me sens juste vu. C'est ce qu'il faisait de mieux, dis-je. Il ne détournait jamais le regard, même lorsqu'on le décevait. La machoire de Julien se contracta. Je vous ai déçus tous les deux. Tu nous as blessés, corrigeai-je. Mais les gens qui ne ressentent rien ne déçoivent pas. Seuls ceux qu'on aime le peuvent. Il acquiesca lentement. Tu as changé, ajoutai-je. Il se tourna vers moi. Tu y crois? Je l'ai vu. Julien poussa un long soupir. J'ai été tellement persuadé, pendant si longtemps, que réussir voulait dire prouver quelque chose. Que l'importance signifiait être inatteignable. Mais plus je vis sans tout ça, plus je me rends compte à quel point cela m'a rendu seul. Je ne veux plus être inatteignable. Il posa une main sur la pierre. J'ai été un lâche, maman. J'ai laissé une fête passer avant la mort de mon père. J'ai laissé la vision de quelqu'un d'autre de la vie devenir plus importante que l'homme qui m'a appris à construire. J'avais tort. Aucune excuse ne changera cela. Non, acquiesçai-je. Mais ce que tu construis à partir de cette erreur, c'est autre chose. Il me regarda, les yeux brillants. Il me manque. À moi aussi. Nous restâmes en silence un long moment. Puis Julien reprit la parole. As-tu déjà pensé à me retirer du testament? Je ne répondis pas tout de suite. Puis, lentement, je me tournai vers lui. J'ai fait plus qu'y penser. Julien ne broncha pas. Je l'aurais mérité. Tu l'as mérité, dis-je simplement. À l'époque. Il acquiesca. Et maintenant? Je fis un pas en avant et posai ma main sur les tulipes qu'il avait apportées, les réarrangeant légèrement. Dis-moi. Il ne répondit pas. Nous retournâmes à la voiture sans parler. Mais quelque chose avait changé dans le silence entre nous. Ce n'était pas amer. Ce n'était pas lourd. C'était un accord silencieux sur ce qui était passé, et ce qui pouvait encore être. De retour à la maison, je préparais du thé pendant que Julien feuilletait l'un des anciens carnets de notes d'André sur la table de la salle à manger. Il trouva une citation griffonnée dans la marge d'un plan de cours. La véritable croissance commence au moment où l'on admet qu'on a eu tort. Il tapa la page du doigt. Papa l'a-t-il déjà dit à voix haute? Il l'a vécu, répondis-je. Nous avons bu le thé dans la cuisine, les fenêtres entr'ouvertes, laissant la brise porter le parfum du jardin en éveil. Le pin que Julien avait planté en décembre se tenait maintenant quelques centimètres plus haut. Ses petites branches avaient poussé des extrémités vertes fraîches. Je regardai Julien y jeter un coup d'œil par la fenêtre. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Alors qu'il se préparait à partir, il s'arrêta à la porte. « Je n'ai pas besoin d'être dans le testament, dit-il.
Je sais. Il me regarda droit dans les yeux. Mais j'aimerais être dans ta vie. Je le regardai, ce garçon qui autrefois avait peur des fourmis et pleurait pour des châteaux de sable brisés, se tenant maintenant devant moi sans rien dans les mains si ce n'est de l'humilité. Tu y es deja. Il sourit faiblement. Même heure samedi prochain. J'aurai le thé prêt. Alors que la porte se refermait derrière lui, je restai debout un moment, regardant l'espace qu'il venait de quitter. Plus tard dans la soirée, je sortis mon journal et écrivis. La tombe n'était pas seulement un lieu de deuil aujourd'hui. C'était un seuil. Pour lui. Pour moi. Pour quelque chose que nous pourrions reconstruire. Pas parfaitement, pas d'un coup, mais lentement, honnêtement. Les racines repoussent. Dans le jardin, les rosiers commençaient à bourgeonner. Quelques jours après notre visite au cimetière, Étienne appela de nouveau. « J'ai reçu votre amendement, dit-il. Tout semble solide. Je finaliserai le testament mis à jour et déposerai les documents officiellement demain. » Merci, répondis-je. Il y a une remarque dont je voulais vous parler, ajouta-t-il. Vous avez indiqué que la moitié de la succession revient désormais à votre fils. L'autre moitié est toujours répartie équitablement entre les 3 associations caritatives. Oui. Il hésita. Êtes-vous certaine de vouloir effectuer le changement maintenant? Vous avez toujours parfaitement le droit de retarder, ou même d'annuler. Je réfléchis un moment, regardant les faibles ondulations dans mon thé. J'en suis certaine. Compris, dit Étienne. Alors je vais procéder. Ce soir-là, alors que je faisais le tour de la maison pour fermer les fenêtres et éteindre les lumières, je m'arrêtai au vieux bureau d'André. Je passai ma main sur le bois usé, me rappelant comment il s'asseyait là, carnet en main, lunettes glissant sur le nez pendant qu'il griffonnait des notes de cours ou établissait des budgets pour notre avenir. Nous avions un jour rêvé de laisser quelque chose d'important derrière nous, pas seulement pour Julien, mais pour les autres. Ce rêve s'était brisé, brièvement, lorsque la trahison avait remplacé la confiance. Mais maintenant, les morceaux se rassemblaient de nouveau. Pas dans la même forme, peut-être, mais dans quelque chose de tout aussi solide. Ce week-end-là, Julien est venu comme d'habitude. Il apporta du pain et des poires, puis m'aida à réparer un pied cassé de la chaise de la salle à manger. Pendant qu'il travaillait, je l'observais, ses mains prudentes, patientes. Il ne se précipitait plus comme avant. Il ne pestait pas contre les problèmes, ni ne jurait à voix basse. Il s'arrêtait, examinait, ajustait. Comme André. J'ai finalisé le Nouveau Testament, dis-je alors qu'il serrait la dernière vis. Il ne leva pas les yeux. Je m'en doutais. Tu es inclus maintenant. Il s'arrêta. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, dit-il. Mais merci. J'acquiesçai. Il leva alors les yeux, le regard stable. Je ne l'ai pas mérité par de bonnes intentions. Je le sais. Non, répondis-je. Tu l'as mérité par tes choix. Des choix constants. Il se redressa, s'essuya les mains sur un chiffon. C'est étrange, dit-il. Moins je pense à l'héritage, plus j'ai l'impression d'avoir reçu quelque chose. Astérisque, astérisque, plus grand. Comme quoi? Le temps, le pardon, une seconde chance. Il s'adossa à la chaise, testant son équilibre. Elle tint bon. Nous déjeunâmes sur la véranda. Le jardin bourdonnait d'une nouvelle vie. Les abeilles dansaient dans le romarin, et le pin se balançait doucement sous la brise printanière. Tu sais, dit Julien entre 2 bouchées de quiche, je pense à acheter un petit endroit. Pas un appartement. Quelque chose avec de la terre. Un petit jardin. Iesuris. Un jardin? Peut-être, dit-il en souriant. Tu devras m'apprendre. Ce n'est pas compliqué, dis-je. Il suffit de venir régulièrement. Arroser les choses. Être patient. On dirait des conseils de vie. Samson. Il regarda autour de lui, balayant du regard l'olivier, les rosiers en bourgeons, le pin encore jeune. Je détestais ce jardin, tu te souviens? Iemesauviens. Tu l'appelais la jungle de l'ennui. Il rite. Maintenant, j'en veux un pareil. Après son départ ce jour-là, je parcourus lentement la maison, prenant note de chaque marque, chaque craquement dans le bois, chaque photographie. Je réalisais quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant, ma maison ne ressemblait plus à un musée du chagrin. Elle recommençait à respirer,
rempli de petits signes silencieux de vie. Je passai devant l'étagère où reposait le livre des mères et le pris. À l'intérieur, je retrouvai le mot de Julien. Je passai mes doigts sur l'encre, puis refermai doucement le livre. Il n'avait pas demandé une seconde chance. Il l'avait méritée. Quelques jours plus tard, Étienne envoya les documents finalisés. Je les signai en présence de 2 témoins, 2 femmes de mon club de lecture qui avaient bien connu André. Alors qu'elles me regardaient finir la dernière page, l'une d'elles, Colette, dit : « Tu sembles plus légère ces temps-ci, Marianne. » Je levai les yeux. Je suppose que je le suis. Ton fils te rend visite. Oui. Elle sourit avec une lueur de connivence. Il est en train de prendre la relève de son père, n'est-ce pas? J'hésitai. Non, dis-je finalement. Il apprend à marcher dans ses propres pas. Après leur départ, je rangeai les documents dans le coffre en cèdre sous la fenêtre du bureau d'André. Puis je me fis du thé et sortis m'asseoir près du pin. L'étiquette pendait toujours à l'une des branches. Pardon. La ficelle s'était un peu usée, mais le bois restait solide. Je m'agenouillai à côté et posai ma main sur la terre. La moitié de ce que j'avais bâti dans cette vie irait au monde qu'André et moi avions autrefois rêvé de soutenir. Les livres, les enfants, la recherche, les animaux errants. L'autre moitié irait à l'homme que devenait notre fils, non pas parce qu'il était mon fils, mais parce qu'il avait choisi d'être digne de ce qui restait. Et dans cet équilibre, je ressentis la paix. C'était à la mi-avril que je commençai à trier les affaires d'André. Pas par chagrin cette fois, mais par disposition. Le chagrin vous fait vous accrocher au passé. La disposition vous permet de ne garder que ce qui compte. Le bureau contenait encore ses anciennes robes d'enseignement, emballées dans du plastique. Son tiroir de stylos dépareillés. Des boîtes de notes de cours. Des marges remplies de blagues que seul un autre philosophe aurait comprises. Un dossier étiqueté, ne lire que si je suis vraiment mort, que, bien sûr, j'avais lu le soir de ses funérailles à travers un voile de larmes et de vin. Je ne me débarrassais pas de lui. Je décidais de quelle partie de lui continuerait avec moi, et lesquelles pouvaient être libérées. Julien arriva ce matin-là juste au moment où j'ouvrais le premier coffre. « Tu fais du tri ?» demanda-t-il doucement. « Je fais de la curation, corrigeai-je. » Il entra dans le bureau et regarda autour de lui, découvrant le musée silencieux de la vie de son père. Je n'étais pas revenu ici depuis avant. Je ne répondis pas. Je lui tendis une petite boîte en carton. Qu'est-ce que c'est? Le tiroir à souvenirs de ton père. Je pensais que tu devrais t'en occuper. Il s'assit dans le vieux fauteuil en cuir et souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, un dessin d'enfant représentant un bonhomme allumette et un garçon se tenant la main, intitulé Papa et moi. Une boussole cassée. Une boîte d'allumettes vide. Un ruban fané d'une foire scientifique. Un petit morceau de carrelage ébréché. Ça vient de la rénovation de la cuisine, dis-je. Il l'a fait tomber quand tu lui as donné le mauvais coupe-carreau. Julien gloussa, tenant le morceau entre ses doigts comme une relique. Il a crié. J'ai pleuré. Il s'est excusé avec une glace. C'est ça, être parent, dis-je en souriant. Nous passâmes les 2 heures suivantes en silence partagé, à trier. Il y avait des albums photos que je n'avais pas touchés depuis des années, leurs pages se recroquevillant, pleines de moments dont nous n'avions pas parlé depuis plus d'1 décennie. Julien s'attarda sur l'un d'eux, nous au bord de la mer, André tenant une ficelle de cerf-volant, souriant au soleil. J'avais oublié combien il aimait le vent, murmura Julien. Il disait que c'était la façon qu'avait l'univers de s'assurer que rien ne reste jamais trop longtemps en place. Julien sourit et tourna la page. Au bout d'un moment, nous avions 3 piles, à garder, à donner, à laisser partir. Dans la pile à garder, quelques livres d'André, ses lunettes de lecture, cette photo au bord de la mer, la boussole et le petit carreau. Dans la pile à donner, des manteaux d'hiver en trop, des carnets inutilisés, des livres d'enseignement intitulés « Introduction à la philosophie ». Et dans la pile à laisser partir, des piles de romans usés, des serviettes griffonnées, et des cahiers redondants qu'André n'avait jamais eu l'intention que quelqu'un relise. Julien s'arrêta sur l'un des cahiers. « C'est son écriture », dit-il en passant un doigt sur le bord. « Tourne à la dernière page. » Julien obéit. Écrit là, dans l'écriture nette d'André. Si je dois être retenu, que ce soit pour l'amour. Pas pour les mots. Il la fixa un long moment. Puis, doucement, il plaça le cahier dans la pile à garder. Plus tard dans l'après-midi, nous fîmes une pause.
Je préparai du café et réchauffai une tarte. Nous nous assîmes sur le porche arrière, regardant les abeilles revenir vers la lavande. Julien s'éclaircit la gorge. T'inquiètes-tu parfois de ce que tu laisseras derrière toi? Je me tournai vers lui. Oui. Mais je m'inquiète moins des choses, et plus du silence. Que veux-tu dire? J'ai vu trop de gens. Astérisque qu'ils quittent ce monde avec des choses non dites. Des regrets qui leur survivent. Julien resta silencieus un moment. Y a-t-il quelque chose que tu n'as toujours pas dit? Je baissai les yeux vers mon café. Puis je levai les yeux vers lui. Tu m'as brisé le cœur, dis-je. Il détourna le regard. Mais, poursuivis-je, tu as aussi commencé à le réparer. Pas avec des excuses. Avec des efforts. Je ne m'attends pas à être pardonné, dit-il doucement. Tu n'as pas besoin de attendre, répondis-je. Tu dois continuer à le mériter. Il acquiesca. Nous restâmes là encore un moment, puis Julien sortit quelque chose de la poche de son manteau. Je voulais te donner ça plus tôt. C'était une photographie, récente. Une main d'enfant agrippant le bord d'un livre de bibliothèque, le pouce pointant une page avec un lion en plein rugissement. En arrière-plan, Julien était agenouillé à côté de l'enfant, pointant les mots avec une expression douce. C'est l'un des enseignants qui l'a prise, dit-il. Il a dit que le garçon n'avait jamais lu à haute voix auparavant. Pas jusqu'à ce jour-là. Je tenais la photo dans mes mains, suivant les lignes de son visage. Il s'appelle Karim, ajouta Julien. Il a 7 ans. Il ne parle pas encore couramment le français. Mais il connaît les histoires. Et ça suffit. Je regardai mon fils. Tu donnes ce que ton père t'a donné. Julien ne parla pas, mais je le vis dans son visage. La gratitude, la douleur, l'humilité. Ce soir-là, après son départ, je plaçai la photo de Karim et Julien sur le bureau d'études, à côté de la photo en bord de mer d'André. Les deux images semblaient se refléter, père et fils, fils et élève. Une continuité sous des formes inattendues. J'ouvris mon journal et écrivis. Ce ne sont pas les meubles, la propriété ou l'argent qui définissent ce que nous laissons derrière nous. Ce sont les échos. Les choix transmis comme des héritages. Les valeurs qui poussent dans le jardin de quelqu'un d'autre. André disait autrefois que l'amour était un jardinier lent, plantant à une saison, fleurissant à une autre. Julien fleurissait enfin. Et cela, je le réalisais, valait plus que tout ce que le testament pouvait contenir. Il y avait un tiroir dans le bureau d'André que je n'avais pas touché depuis les funérailles. Non pas parce que j'avais peur de ce qu'il contenait, mais parce que je pensais savoir, de vieux reçus, des stylos cassés, peut-être un de ces petits casse-têtes qu'il manipulait en réfléchissant. Mais le printemps a une manière de vous rendre plus courageux, et un après-midi tranquille de mercredi, je l'ouvris. À l'intérieur, il y avait des enveloppes. Des dizaines. Certaines adressées à des collègues, d'autres à des étudiants, mais l'une en particulier attira mon attention. Mon nom, écrit de la main ferme d'André. Elle n'était pas scellée. Le papier avait légèrement jauni sur les bords, comme s'il avait attendu trop longtemps pour être lu. Je m'assis dans son fauteuil, allumai la lampe et dépliai la lettre. Marianne. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Et même si j'espère t'avoir dit tout ce qu'il fallait pendant ma vie, je me connais, je laisse des choses non dites, pensant qu'elles sont comprises. Mais tu as toujours mérité plus que des suppositions. Premièrement, je t'ai aimé. Profondement. Intensement. Silencieusement, peut-être trop souvent. Mais chaque jour. Deuxièmement, je sais que tu vas essayer de tout maintenir après mon départ. Tu feras tomber les rideaux, laveras les draps, tailleras le jardin. Tu penseras que c'est de la force. Ça l'est, mais c'est aussi du chagrin. Laisse-toi le ressentir. Troisièmement, et c'est peut-être le plus difficile, je pardonne à Julien. Je sais. Même s'il t'a échappé, même s'il m'a échappé, je lui pardonne. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que c'est pour cela qu'on élève des enfants. Pas pour qu'ils nous égalent, mais pour qu'ils deviennent eux-mêmes. Et s'il fait cela, vraiment fait cela, alors j'espère que tu pourras trouver dans ton cœur de pardonner aussi. Tu n'as pas besoin de changer le testament. Ou peut-être que si. C'est ta décision. Mais que cela vienne de la clarté, pas de la douleur. L'amour n'est pas net. Il n'est pas juste. Il est. Et j'espère que le mien reste avec toi. À toi pour toujours, André. J'ai lu la lettre 3 fois. À la deuxième lecture, les larmes étaient silencieuses, constantes.
À la troisième, je la repliai doucement et la remis dans l'enveloppe, la scellant avec un peu de cire de la bougie sur le bureau. Le lendemain, Julien arriva avec une boîte de semis, basilic, thym, tomates cerises. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de nouveaux projets, dit-il en posant la boîte sur le comptoir de la cuisine. Je l'observai un instant. Il portait un t-shirt où l'on pouvait lire la lecture guérie, et ses mains étaient tachées de terre. Tu es devenu jardinier, dis-je. J'ai eu un bon professeur, répondit-il avec un petit sourire. Nous passâmes la matinée à planter. Je lui tendis la truelle d'André, et il la tint comme si elle était sacrée. Nous ne parlâmes pas beaucoup. Le soleil disait tout. Ensuite, nous nous assîmes dans l'herbe avec une limonade. J'ai commencé à écrire, dit-il soudainement. Écrire. Juste, des pensées. Des choses que je dirais à papa s'il était là. Des choses que j'essaie de mieux formuler maintenant. Je glissai ma main dans la poche de mon pull et en sortis la lettre. Alors peut-être qu'il est temps que tu lises ce qu'il a écrit aussi. Il prit l'enveloppe lentement, comme si elle risquait de se briser. Tu es xur. J'acquiesçai. Il l'ouvrit là, dans l'herbe. Pendant qu'il lisait, le vent souleva quelques mèches de ses cheveux, mais il ne les écarta pas. Ses yeux ne scièrent pas. Il tenait la lettre comme si elle allait s'envoler, ou se transformer en poussière. Lorsqu'il leva enfin les yeux, sa voix était rauque. Je ne mérite pas ça. Tu ne le méritais pas, dis-je. Mais peut-être que tu commences à le faire. Il me l'attendit. Garde-la, lui dis-je. Il la glissa soigneusement dans le carnet qu'il portait avec lui, rempli d'histoires, d'idées de leçons, et maintenant, du pardon de son père. Plus tard, au moment de partir, Julien s'arrêta à la porte d'entrée. Je pensais à la maison, dit-il. Quoi à son sujet? Si un jour elle me revient, je ne veux pas la vendre. Je penchai la tête. Je veux. Astérisque, l'ouvrir, dit-il. Pas comme un musée. Comme un refuge. Un espace de lecture. Un petit centre pour les enfants, les familles, tous ceux qui en ont besoin. Ma respiration se coupa. Je pourrais l'appeler la maison des racines, ajouta-t-il. The House of Root. Je regardai l'olivier dehors, le jeune pin, les roses en fleurs. Et ta vie? Demandai-je. Où est ta place dans tout ça? Je crois que c'est ça, dit-il doucement. Aider les choses à pousser. Il n'avait pas besoin de mon approbation. Mais je la lui donnai quand même, d'un léger hochement de tête. Il partit, et je restai longtemps à la porte, regardant la route. Dans ma main, je tenais encore l'un des semis que nous n'avions pas plantés. Un jeune plant de basilic, minuscule et frémissant dans son pot. Alors je marchai jusqu'au bord du jardin, et je le plantai près du pin. Je chuchotai, pousse bien. Il a besoin de toi. De retour à l'intérieur, j'ouvris mon journal. J'ai toujours eu peur de mourir en ne laissant derrière moi qu'une histoire de regret. Mais aujourd'hui, j'ai compris que l'histoire est encore en train d'être écrite. Et l'encre a changé. L'été arriva avec une lumière éclatante et sans complexe. Le romarin refleurit, plus éclatant que je ne l'avais jamais vu. Le jeune pin avait grandi d'un pied entier depuis décembre, ses aiguilles plus denses, plus sombres, comme si la terre lui avait murmuré du courage au fil des mois. Julien continua de venir tous les samedis. Il apportait encore du pain, ou des fruits, ou des histoires. Mais le plus souvent, il ne venait qu'avec sa présence, et cela suffisait. Parfois, nous travaillions dans le jardin. Parfois, nous partagions de longs silences à l'ombre de l'olivier. Parfois, il s'asseyait simplement au bureau d'André, lisant un de ses livres avec une sorte de révérence qui me donnait l'impression que le temps reculait. Un jour de fin juin, il arriva avec un petit dossier sous le bras. « J'ai rencontré quelqu'un », dit-il en me le tendant. À l'intérieur se trouvaient des documents, permis, esquisses provisoires, approbation préliminaire. Le centre de lecture? Demandai-je. Il acquiesca. Ça se concrétise. Je l'appelle la maison des racines, comme je l'ai dit. Mes doigts effleurèrent les bords des plans. Ce ne sera pas une école, poursuivit-il. Plutôt un lieu sûr. Pour les enfants qui passent entre les mailles du filet. Pour les parents qui ont besoin d'un instant. Pour les histoires qui n'ont pas encore de page. Et tu vas le diriger toi-même. Il sourit. Avec d'autres. Je ne veux pas que ce soit à moi.
Je veux qu'il appartienne à ceux qui en ont besoin. J'acquiesçai, le cœur plein. Ton père serait fier, dis-je doucement. J'espère. Il le serait. Nous avons passé l'après-midi à dessiner des idées sur papier. Où les bancs pourraient aller. Quel coin recevrait le soleil du matin. Il voulait une petite parcelle de jardin, un coin lecture sous l'olivier, et une table commune faite de bois récupéré. Il faut que ça ressemble à une maison, dit-il. Comme ici. Lorsqu'il partit ce soir-là, je retournai à l'intérieur et me tins près du bureau d'André. J'ouvris l'un de ses carnets, trouvai une page blanche et gribouillai. Il le fait. Pas pour toi. Pas pour moi. Pour eux. Tu as bien fait de lui pardonner. Les semaines suivantes passèrent dans une joie paisible. Julien m'invita à le rejoindre à l'école un vendredi pour rencontrer les enfants. J'acceptai. Ils étaient tous différents, certains bruyants et pleins d'énergie, d'autres timides et serrant leurs livres comme des bouées de sauvetage. Mais chacun saluait Julien avec une affection sans filtre. Ils voyaient en lui quelque chose de stable. Quelque chose de bon. Une petite fille, à peine 6 ans, me prit la main et dit. « C'est vous la maman de monsieur Julien ? Il dit que c'est de vous que son histoire a commencé. » Je souris, la gorge serrée. Alors je dois être chanceuse. Julien fit une lecture à haute voix cet après-midi-là. Il choisit Le Petit Prince, bien sûr. Mais cette fois, il s'arrêta sur une autre phrase. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Il me regarda en la lisant. Je le regardai en retour. Après la lecture, nous partageâmes du jus et des biscuits. Un enfant dessina une cabane dans un arbre étiqueté Maison des Racines. Un autre écrivit le nom de Julien entouré d'étoiles. Plus tard, en retournant à la voiture, je dis. Te rends-tu compte de ce que tu es en train de devenir ? Il haussa les épaules. Quelqu'un de meilleur que celui que j'étais. Quelqu'un qu'André aurait aimé. Il ne répondit pas tout de suite. Puis. Je crois que je l'aime plus maintenant qu'il est parti que je ne l'aimais quand il était en vie. Ce n'est pas rare, dis-je. Quand le bruit s'estompe, on entend enfin ce qu'il disait vraiment. Ce soir-là, Julien m'envoya un message. Maman, merci d'avoir laissé la porte ouverte alors que je ne méritais pas d'y revenir. J'apprends encore. Mais je suis là. Et je ne repartirai plus. Avec amour, Julien. Je n'ai pas répondu immédiatement. À la place, j'ai allumé une bougie près de la photo d'André. Je suis resté en silence, laissant le message reposer dans ma poitrine comme du thé chaud. Finalement, j'ai répondu. Je n'ai jamais fermé la porte. J'ai juste arrêté de rester debout dedans. Je suis heureuse que tu aies retrouvé ton chemin. Avec tout mon amour, maman. Ce week-end-là, Julien m'a aidé à récolter les premières tomates de la saison. Le basilic avait parfaitement pris racine à côté du pin. Tout prospérait. Nous aussi. Nous n'étions plus la même famille qu'avant. Et peut-être était-ce justement le but. André était parti. Lucie s'était volatilisée dans l'ombre de ses propres choix. Mais de la perte, quelque chose de plus fort avait émergé. Quelque chose de solide. J'avais changé mon testament, oui. Mais plus encore, j'avais changé mon cœur, pas par un geste grandiose, mais par de petites décisions. Par des graines plantées. Par des visites du samedi. Par un silence rompu par la confiance. Que reste-t-il après notre départ ? Ni les titres. Ni l'argent. Mais la façon dont nous avons aimé. La façon dont nous avons pardonné. La façon dont nous avons cru que quelqu'un pouvait rentrer à la maison. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, projetant de longues ombres sur le jardin, je regardais le pin. Son astérisque. L'étiquette pendait toujours, se balançant doucement dans la brise tiède. Pardon. Pas une demande. Une déclaration. Le dernier samedi de juillet était exceptionnellement chaud. Les cigales bourdonnaient comme une horloge dans les oliviers. La lavande était en pleine floraison, et les plants de basilic relâchaient leur parfum à chaque brise. Je me levai tôt ce jour-là pour préparer la maison. Pas pour des invités, ni pour une cérémonie, juste pour le thé. Pour la tradition. Julien était toujours ponctuel. Il arriva avec 2 croissants aux amandes et une pile de papier liés par une fine ficelle. Qu'est-ce que c'est ?
demandai-je alors qu'il les posait sur la table. Le premier programme de la Maison des Racines, dit-il fièrement. Damien m'aide pour ça. On pense appeler les séances du samedi Racine et elle. Iesuris. Ça ressemble à quelque chose que ton père aurait inventé. Julien servit le thé. Il s'était habitué au rituel maintenant. Faire bouillir l'eau juste assez longtemps, faire infuser les feuilles dans l'ancienne théière d'André, verser sans renverser. Nous avons pris nos places habituelles sur la véranda, surplombant le jardin. Le pin, désormais à moitié ma taille, se dressait fermement. Le romarin oscillait au rythme du vent. Nous avons siroté notre thé tranquillement pendant un moment, écoutant le bourdonnement de l'été. Puis Julien se tourna vers moi. J'ai décidé de ne pas le dire à Lucie. Je haussai un sourcil. À propos du testament, précisa-t-il. Elle n'a pas pris contact, dis-je d'un ton plat. Non, répondit-il. Et je ne pense pas qu'elle le fera. Mais je ne veux plus que ce soit à propos d'elle. Ni même de moi, en fait. J'acquiesçai. Alors de quoi s'agit-il? Il expira lentement. Il s'agit de construire quelque chose qui nous survivra. Quelque chose d'utile. Quelque chose de bienveillant. Je baissai les yeux vers ma tasse de thé. L'as-tu jamais aimé? Demandai-je. Il ne répondit pas immédiatement. Je pense que j'ai aimé l'idée d'elle. La structure qu'elle offrait. L'image. Mais au final, cette image m'a coûté tout ce qui était réel. Certaines leçons arrivent tard, dis-je. Mais pas trop tard, ajouta-t-il avec un léger sourire. Il y eut une pause. Du genre qui n'est pas inconfortable, juste pleine. Puis il dit. Maman, si jamais il m'arrive quelque chose, je veux que la Maison des Racines continue. Je me tournai vers lui. Il ne t'arrivera rien. Il rit doucement. Quand même. Je l'ai écrit dans le plan. Tu serais dans le conseil consultatif. Je suis à la retraite. Tu es sage, répliqua-t-il. C'est plus utile que tu ne le penses. Je tendis la main et pris l'un des croissants aux amandes. Nous nous sommes assis à l'ombre, mâchant pensivement, comme deux personnes qui avaient fait la paix non seulement entre elles, mais aussi avec le temps. T'ai-je déjà dit pourquoi j'ai changé le testament la première fois? Demandai-je. Tu n'avais pas besoin de le faire, dit-il. J'étais en colère. Et en deuil. Et j'avais besoin de quelque chose pour m'ancrer quand tout le reste semblait à la dérive. Je comprens. Je ne l'ai pas changé par obligation, continuai-je. Tu n'as pas supplié, ni soudoyé, ni flatté. Tu es juste, revenu. Encore et encore. C'est la seule façon que je connaisse maintenant. Iesuris. Alors tu as appris la bonne leçon. Julien posa sa tasse. J'ai pensé à commencer un journal, dit-il. Pour écrire les choses avant qu'elles ne restent inexprimées. Ce n'est pas très toi, le taquinai-je. Il rit. J'essaie de devenir différent de l'homme que j'étais. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le soleil commence à glisser derrière l'horizon, baignant le jardin de lumière dorée. Finalement, Julien se leva. Je devrais y aller, dit-il. Les enfants m'attendent demain matin. J'acquiesçai. Dis-leur que je leur passe le bonjour. Ils demandent après toi, tu sais. Ah oui? Ils disent que je parle de ma mère comme si elle était une reine. Je ares. Eh bien, ils n'ont pas tort. Il se pencha pour m'embrasser la joue, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Je t'aime, maman, dit-il doucement. Je sais, répondis-je. Et je t'aime. Il descendit de la véranda et se dirigea vers sa voiture. Je le regardai partir, ce même garçon qui faisait autrefois des crises dans le couloir, désormais un homme portant des héritages dans les mains comme des graines. Après son départ, je me versai le dernier peu de thé et l'emportai au pied du pin. Je m'assis à côté, effleurant l'étiquette qui disait toujours pardon. Les lettres s'étaient un peu estompées, mais le message restait. Je pensais à André, sa force tranquille, ses corrections douces, sa foi inébranlable dans la rédemption. Je murmurai dans l'air chaud. Il y est arrivé, mon amour. Il a grandi. Le jardin bruissait en accord. À l'intérieur, je pris mon journal une dernière fois et écrivis. Le garçon que j'ai élevé m'a un jour laissé derrière. L'homme qu'il est devenu est revenu les mains ouvertes. Nous n'avons pas toujours les fins que nous méritons,
mais parfois, nous recevons la guérison que nous n'attendions plus. Ce n'est pas une fin. C'est une continuation, transmise dans des tasses de thé, dans des rires, dans des aiguilles de pain, dans des mots lus à voix haute à des enfants qui croient aux renards parlants et aux roses invisibles. Ceci est l'amour. Et cela suffit. Je refermai le journal, le plaçai dans le tiroir du bureau d'André et éteignis la lumière. Dehors, les étoiles commençaient à apparaître, silencieuses, lointaines, mais toujours là. Tout comme lui. Tout comme nous,